De plus en plus de groupes sociaux et communautaires réclament une hausse du salaire minimum, leur objectif qu'il atteigne 15 de l'heure. On en parle cette semaine au Bulletin. On discute de cette proposition en compagnie d'un représentant de la FTQ. Aussi à l'émission, on conclut notre série d'entrevues avec les candidats à la direction de Projet Montréal en accueillant le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Limoges. Et on parle d'une campagne de sensibilisation en faveur de l'action communautaire intitulée « Engagez-vous pour le communautaire ». Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. De nombreux groupes communautaires et syndicaux, mais aussi certains gens d'affaires, appuient le principe d'une hausse du salaire minimum pour qu'il atteigne 15 de l'heure. Alors, pour nous expliquer les raisons derrière cette revendication, nous accueillons Alexandre Leduc. Il est conseiller à la recherche à la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ. Monsieur Leduc, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. C'est pas la première fois qu'on vous accueille sur le plateau. On vous accueillit par le passé, alors que vous étiez candidat de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve. On vous accueille maintenant là, comme représentant de la FTQ. Pour parler du salaire minimum, donc la FTQ appuie fermement le principe d'un salaire minimum à 15 de l'heure. Pourquoi? Parce qu'on considère que dans la société québécoise, il y a un accroissement des inégalités sociales. Les gens deviennent de plus en plus riches. Les riches sont plus riches, le 1 la richesse se concentre, tandis que chez les plus pauvres, le revenu n'augmente pas, ou en tout cas pas assez vite. L'écart se creuse et une des façons de réduire cet écart-là, c'est de pouvoir aider les gens qui sont au bas de l'échelle des salaires à monter un peu d'une marche ou deux et ainsi réduire l'écart. De plus, ça pourrait permettre à de nombreuses personnes à sortir de la pauvreté, ce que les mesures actuelles de l'État, le salaire minimum, etc., ne permettent pas. Donc, un salaire minimum à 15 sortie de la pauvreté, réduction des inégalités. Et le choix de ce 15 de l'heure-là, au-delà du chiffron, il doit y avoir des raisons à l'arrière. Pourquoi 15 de l'heure? Oui, on ne l'a pas choisi dans une boîte de Cracker Jack, comme parfois certaines personnes peuvent le penser. C'est basé sur un calcul qui s'appelle la méthode du salaire viable. C'est développé aux États-Unis. Ça a été adapté au Québec par l'Institut de recherche d'information socio-économique, l'IRIS. Oui. C'est une méthode, en gros, qui dit, bon, il faut, oui, certainement que le salaire minimum permette aux gens de sortir de la pauvreté, donc au moins là, ce qu'on appelle le seuil de faible revenu, mais survivre dans la vie, c'est pas juste ça, il faudrait pouvoir vivre un peu. Alors, le salaire viable va aller chercher une petite marge de plus. Donc, une sortie au cinéma, amener les enfants au restaurant, des vacances, etc. Donc, une petite marge supplémentaire qui permette de jouir de la vie un minimum et pas juste avoir le strict d'un toit, de la nourriture, des vêtements, ce qui devrait être, qui sont les besoins de base. Donc, un peu plus que les besoins de base. Et on arrive donc à ce calcul-là de 15 avec une moyenne qui est faite selon les différentes villes du Québec. Et même pour les besoins de base, je fais référence d'ailleurs à une étude conjointe de Centraide Montréal et de l'Institut national de la recherche scientifique publiée il y a quelques jours qui laisse entendre qu'il y a une grande majorité des travailleurs à temps plein au salaire minimum qui ne sont pas capables de joindre joindre les deux bouts. Donc, c'est même pas de se payer les petits luxes d'aller au cinéma une fois par 2 mois, c'est on n'est pas capable d'arriver en travaillant au salaire minimum à temps plein. Exact. C'est le nouveau phénomène de ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, travailleurs ou travailleuses, bien sûr. Surtout travailleuses, il y a beaucoup de femmes qui sont touchées par ce phénomène-là. C'est des gens qui, malgré qu'ils occupent un emploi, sont incapables de s'en sortir. Et ce phénomène-là est en croissance, même on pourrait dire en lourde croissance. Il y a toutes sortes d'explications économiques, entre autres le travail précaire, l'augmentation du travail à temps partiel, la flexibilisation qu'on exige toujours davantage des travailleurs et travailleuses du marché du travail, mettre de la pression sur les salariés qui sont de moins en moins capables de s'organiser. C'est difficile même pour les syndicats d'aller chercher les gens qui sont dans les milieux précaires, dans les milieux de services, un peu atomisés dans différents milieux de travail. Le Code du travail a été construit à une époque où c'était encore là, les industries, les fameuses shops, les ouvriers. Les grosses manufactures. Le monde du travail a bien sûr évolué, les syndicats veulent évoluer également, mais ça fait en sorte que le salaire minimum est un angle supplémentaire, je dirais, à celui d'organisation, donc à la syndicalisation, qui permet de relever le salaire minimum de tout le monde, pas juste les gens qui ont la chance d'avoir un syndicat. Et c'est justement de relever le salaire de tout le monde, c'est un des arguments qui est amené par des gens qui sont contre cette mesure-là, de dire... Mais qu'est-ce qui advient à ce moment-là si l'employé de premier niveau gagne le salaire minimum, le superviseur gagne 15 de l'heure? Il faudra donc augmenter aussi le salaire du superviseur. Exact. Ça, il y a des études qui ont été faites notamment par l'Institut de la statistique du Québec, l'ISQ, qui s'est intéressé à l'effet indirect d'une hausse. Donc, qui bénéficie de la hausse du salaire minimum en dehors de ceux qui font le salaire minimum nommément. Là. Ils ont découvert qu'il y a jusqu'à 20
des salariés, ceux qui sont en bas de l'échelle, bien sûr, le 20 en bas de l'échelle qui bénéficient de manière décroissante d'un effet indirect de cette hausse-là. Donc, ce n'est pas toute l'échelle salariale qui va augmenter automatiquement, mais bien l'échelle la plus basse, ce qui est un peu normal parce que, bien sûr, quand on fait déjà 15 de l'heure, on peut s'inquiéter que le nouveau salaire minimum amène des gens au même salaire qu'on avait déjà, malgré qu'on a plus d'expérience, ou etc. Donc, c'est un peu naturel que les gens cherchent, lorsqu'une telle hausse du salaire, à maintenir un certain écart par rapport au salaire minimum qui monte et par rapport à leur salaire. C'est un effet naturel, un effet qu'on encourage en quelque sorte, parce que ce qui se passe depuis plusieurs années, c'est que les gains de productivité, et ça, il y a des études, notamment à l'IRIS, qui le démontrent assez bien, ne se répercutent pas dans la structure des salaires. Donc, la richesse qui se crée se concentre en haut plutôt que de se partager. Tu sais, on entend souvent, il faut créer la richesse avant de la partager. C'est pas comme ça, malheureusement, que ça fonctionne. Donc, selon vous, il y a création de richesse parce qu'il y a réduction des coûts, augmentation des profits ou réduction des coûts de main-d'œuvre pour la production d'un bien ou d'un service, mais ce ne sont que les actionnaires qui bénéficient de ça et non les travailleurs. C'est ce que vous laissez entendre. Entre autres choses, exactement. Donc, si on redistribue mieux la richesse, notamment par le salaire minimum, il y a toutes sortes d'autres mesures qu'on peut faire pour redistribuer la richesse, mais notamment par le salaire minimum, on permet à des gens d'avoir plus de moyens de dépenser. Et ça va augmenter la consommation nécessairement. Et les gens qui vont avoir une hausse de 10,75 à 15 est-ce qu'ils vont investir dans des paradis fiscaux? Probablement pas. Ils vont probablement l'investir dans le restaurant du coin, le cinéma, acheter des meilleurs vêtements, se trouver un logement un peu plus adéquat. Donc, c'est de l'argent qui va être distribué immédiatement dans l'économie réelle, pas dans l'économie casino. Et il y a beaucoup de dirigeants de PME qui laissent entendre s'il y a une augmentation de mes coûts de main-d'œuvre, je vais devoir augmenter le coût des produits, des biens, des services que je vends. Donc, au final, est-ce qu'on peut se retrouver dans une situation où, oui, le salaire minimum augmente, mais le prix de tout augmente aussi et au final, ça vient annuler l'effet? C'est une crainte légitime. Malheureusement, l'économie est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas parce qu'on augmente une variable que l'ensemble des autres vont en être affectés. Il y a une étude qui sort demain de l'IRIS qui va parler, entre autres, que la moyenne des salaires dans les PME actuellement est d'alentour de 19 $. Donc, même si on augmentait à 15 demain matin, on est encore loin de rejoindre cette moyenne de 19 $-là. Donc, ce ne sont peut-être pas toutes les PME qui seraient affectées à ce moment-là, exact, mais celles qui sont peut-être plus dans les services, je pense aux magasins, et qui ont des bas salaires. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec eux? Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Il y a des programmes ciblés par Emploi Québec ou par le ministère des Finances qui peut aller s'adresser à ces entreprises-là. Ça, c'est tout à fait possible. Sinon, bien, on ne peut qu'espérer que ces programmes-là seront, entre autres, transitoires parce que je crois fondamentalement qu'il y aura un effet bénéfique en termes économiques de la redistribution de cette richesse-là dans la consommation, entre autres. Peut-être qu'elle ne sera pas instantanée. Cet effet-là ne sera peut-être pas instantané, mais si on donne peut-être un an ou 2 ans, si on donne du temps au temps, comme on dit, on va constater des effets positifs, ça c'est certain. Et je veux vous entendre sur ce que certains représentants du patronat ont laissé entendre, c'est-à-dire ce n'est pas par le salaire, une hausse du salaire minimum qu'on doit lutter contre la pauvreté, c'est par une augmentation des transferts qui sont faits aux plus démunis par l'État. Qu'est-ce que vous répondez aux gens du patronat? Ces transferts-là, ils sont financés d'une certaine manière. Ça provient d'un budget, c'est ce qu'on appelle une dépense fiscale, et c'est l'ensemble de la collectivité qui paye pour cette dépense fiscale-là. Pourquoi ça devrait être ainsi? Pourquoi on devrait financer comme société des bas salaires? Alors qu'on sait qu'il y a de la productivité, qu'il y a des gains de productivité qui ne se retrouvent pas dans ces structures salariales-là. Je crois qu'il y a certaines mesures qui peuvent être mises de l'avant, des mesures entre autres transitoires, mais au final, il faut que la richesse soit mieux redistribuée et ça passe par le salaire, notamment par la hausse du salaire minimum. En terminant, il nous reste 15 secondes. Les prochaines étapes dans votre campagne, parce qu'il n'y a pas que la FTQ, il y a d'autres syndicats, il y a d'autres groupes sociaux aussi qui sont, qui sont solidaires avec vos revendications. Les prochaines étapes pour vous? Normalement, la ministre annonce ses hausses de salaire minimum à l'entour du mois de décembre, Noël. Pour le 1er mai. Pour le 1er mai suivant. Donc, on va voir quelle est la hauteur du salaire, de la hausse de cette année et on verra en conséquence s'il y a lieu de continuer la mobilisation ou pas. D'accord, on suivra ça. Alexandre Leduc, donc vous êtes conseiller à la recherche à la FTQ. Merci d'avoir été là. Merci. Plus tard au bulletin, à notre segment Conseil citoyen, on explique les droits et responsabilités des locataires en matière de reprise de logement. Et on dévoile la programmation de la 30e édition de Coup de cœur francophone.
Alors, quelle est l'origine de ce mouvement afin de hausser le salaire minimum à 15 de l'heure? Et quelles sont les positions de ceux qui sont contre la hausse du salaire minimum? Nous en parlons avec Florence Breton dans le cadre de notre dossier Actualité de la semaine. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, justement, comment ce mouvement-là a commencé, les 15 de l'heure? Oui, ça a commencé aux États-Unis. Donc, c'était les gens qui travaillaient dans le milieu de la restauration rapide qui demandaient justement un salaire minimum à 15 de l'heure. Puis rapidement, ça a pris de l'ampleur et ça s'est transporté notamment au Québec. Depuis environ un an, là, il y a des gens qui se regroupent pour demander une augmentation du salaire minimum. Donc, on a les principales centrales syndicales, des élus de l'opposition, des étudiants, des organismes communautaires qui luttent contre la pauvreté, des groupes de travailleurs qui, bref, estiment que le salaire minimum actuel ne permet pas aux gens de joindre les deux bouts. Et ce qu'il faut savoir, par contre, c'est qu'on est dans un contexte différent des États-Unis. Dans leur cas, le salaire minimum est à 7,25 $, tandis qu'ici, il est à 10,75 $. Donc, dans notre cas, ça représente 13 % des salariés. Et ce n'est pas un calcul aléatoire, par contre. Donc, en ce moment, le calcul, c'est 47 % du salaire horaire moyen. Et justement, là, les gens qui se regroupent pour demander à ce que ce soit 15 $ de l'heure estiment qu'il faut que ça change finalement. Il y a des groupes justement qui se sont créés comme Minimum 15 ou la coalition 5-10-15 qui, en plus de demander un salaire minimum à 15 $ de l'heure, demanderaient d'autres éléments comme de connaître l'horaire de travail 5 jours à l'avance au moins, d'avoir 10 jours de congés payés pour des raisons de maladie ou des obligations familiales. Donc, il y a toutes sortes de regroupements qui s'unissent en un grand mouvement là, finalement depuis plusieurs mois. Voilà pour améliorer là, les conditions de travail des plus démunis. On parlait tantôt avec Alexandre Leduc de la FTQ de salaire viable. L'IRIS, entre autres, l'Institut de recherche et d'information socio-économique, a évalué le salaire viable, ce que ça prend pour être capable de bien vivre à Montréal, à Québec. C'est combien ces salaires-là, à peu près? Oui, exactement. Le calcul, et justement, ça explique un peu la provenance de ce 15-là. Donc, à Montréal, ce serait de 15,78 et à Québec, de 15,42. Donc, c'est pour ça que les gens qui demandent un 15 $ de l'heure, c'est un peu un chiffre qui, bref, dirait les gens pourraient enfin sortir de l'eau et la tête de l'eau et bien vivre, joindre les deux bouts. Les gens qui demandent ça estiment que ça augmenterait évidemment le pouvoir d'achat des plus démunis, mais disent que ça favoriserait l'économie locale parce qu'il y a moins d'argent, par exemple, qui irait dans les paradis fiscaux. Aussi, ça exercerait, on dit, une pression à la hausse sur les salaires des autres travailleurs. On estime ça selon eux. Puis, surtout, ce qui est avancé, c'est qu'ils disent que les gens pensent que ce serait complexe de changer le salaire minimum, mais ils disent, écoutez, ça prendrait un simple décret du ministre du Travail, donc pas de créer une loi. Mais encore faut-il justement le convaincre, ce ministre. C'est le travail qu'il aurait à faire. Convaincre le gouvernement du décret et bien analyser aussi les effets de ce décret-là. Il y a eu quand même, dans les dernières années à Montréal particulièrement, une augmentation assez substantielle des travailleurs, des gens qui travaillent à temps plein et qui sont sous le seuil de la pauvreté. Oui, il y a une étude qui est sortie récemment, notamment par Centraide, qui dit qu'environ en 10 ans, il y a une augmentation de 30 % des travailleurs pauvres. Donc, il y a parmi les gens pauvres de Montréal, 40 % travaillent. Donc, ça vient dire, même si les gens travaillent, et même plusieurs parmi eux travaillent à temps plein, bien finalement, il n'y a pas moyen de joindre les deux bouts. Alors, les gens qui sont pour ce salaire minimum à 15 $ disent... Voilà pourquoi on pense qu'il faudrait augmenter le salaire minimum, parce que des gens qui travaillent n'y arrivent même pas. Il y a plus de la moitié de ces travailleurs-là qui ont des enfants. Donc, évidemment, l'argument revient. Voilà, et c'est des conditions de vie là, très, très précaires pour ces gens-là. Inversement, dans le côté opposé, il y a des gens du patronat, des gens d'affaires, évidemment, des économistes qui laissent entendre que ça pourrait être catastrophique que de hausser le salaire minimum, que ça pourrait engendrer des pertes d'emplois considérables. Oui, il y a Pierre Fortin, qui est économiste à l'UQAM, bien connu, oui. Qui résume, je pense, assez bien la position de ceux qui s'opposent à ça. Pour lui, là, pour te résumer, selon lui, ce serait une bombe atomique que d'augmenter le salaire minimum à 15 $ de l'heure. Il estime que ça ferait perdre 100 000 emplois et selon lui, ça favoriserait le décrochage scolaire. Et lui, il serait en faveur d'obliger l'école obligatoire jusqu'à 18 ans pour justement éviter dans le fond, que des jeunes décident de quitter les bancs d'école parce que c'est relativement payant d'aller travailler au salaire minimum. Oui, exactement. Et en plus de ça, en plus d'obliger l'école jusqu'à 18 ans, il voudrait diminuer le salaire minimum en bas de 18 ans pour encore plus encourager les jeunes à rester à l'école. Donc, c'est selon la logique qu'un taux de diplomation plus élevé permettrait aux gens de vivre dans de meilleures conditions et d'avoir
d'arriver à joindre les deux bouts finalement. Mais donc, selon lui, ce serait catastrophique d'augmenter le salaire minimum et aussi pour les PME qui pourraient offrir moins d'emplois, moins d'heures à leurs salariés. Donc, lui, par contre, est d'avis, j'en parlais plus tôt, le salaire viable qui varie selon les régions. Selon lui, le salaire minimum devrait être plus élevé à Québec et à Montréal parce que les salaires en général sont plus élevés. Donc, et le coût de la vie est peut-être un peu plus exactement. élevé. Donc, selon lui, il y a quand même une différence entre les régions et les grandes villes qui serait à considérer. Là. D'accord. Bon, on n'a pas fini d'en entendre parler parce que je suis convaincu que ce sera probablement un sujet aussi de la prochaine campagne électorale ici au Québec. Florence Breton, merci. Merci. À la semaine prochaine. Alors, à quoi ressemble le salaire minimum ailleurs en Occident? Et saviez-vous qu'il y a certains États en Europe où il n'y a pas de salaire minimum de fixé? On vous raconte tout cela dans notre segment Vue d'ailleurs, préparé par Jérémy Heinzmann. De 10,75 à 15 $ de l'heure, le salaire minimum fait l'actualité au Québec. Dans le monde, son montant est très variable selon les différents pays. Au Canada, le salaire minimum relève de la compétence législative de chaque province. Il peut donc atteindre 13 $ au Nunavut et avoir une valeur de 10,50 $ à Terre-Neuve et Labrador. Aux États-Unis, un salaire minimal existe depuis 1938. Il a une valeur fixée par le gouvernement fédéral, soit 7,25 $ de l'heure, mais chaque ville peut décider de l'augmenter. Par exemple, il atteint 13 $ à New York et 15 $ à Washington. À Los Angeles, il devrait passer de 9 à 15 $ d'ici 2021. Dans l'Union européenne, 22 des 28 États membres ont un salaire minimum. Seuls l'Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l'Italie et la Suède n'en ont pas instauré. Ils laissent chaque employeur décider du montant minimal à verser. Les salaires minimums les plus élevés sont ceux du Luxembourg, des Pays-Bas et de la Belgique. En France, le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou SMIC, a été instauré en 1968. Il est revalorisé tous les ans. Au 1er janvier 2016, il atteint 9,67 € par heure, soit 14 $ canadiens. Le gouvernement allemand a décidé d'introduire un salaire minimum depuis le 1er janvier 2015 d'une valeur de 8,50 € de l'heure. Il concernera tous les travailleurs en 2017. À titre comparatif, le salaire minimum au Maroc, le plus élevé d'Afrique, atteint 1,38 $ de l'heure. En Inde, il est de 60 centimes de dollars par heure de travail. C'est maintenant l'heure de la revue de presse des Hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. Alors, on débute dans l'hebdo Le Plateau où on nous apprend que l'arrondissement va porter en appel la décision de la Cour supérieure d'invalider son règlement qui encadrait la présence de panneaux réclames. En 2010, l'administration férondaise avait émis un règlement de prohibition totale de panneaux réclames sur le territoire de l'arrondissement. Les panneaux réclames, ce sont ces grosses affiches publicitaires qu'on voit partout dans la ville de Montréal. La décision du juge a été rendue le 22 septembre dernier et elle invalide le règlement municipal et oblige l'arrondissement à payer 100 000 $ aux 3 entreprises demanderesses. Le juge Blanchard de la Cour supérieure évoque dans son jugement le principe de la liberté d'expression. Le Plateau Montréal va donc porter en appel cette décision-là. Le service du contentieux aurait noté des erreurs de droit dans le jugement rendu par la Cour supérieure. On suivra ça maintenant dans l'hebdo La Voix pop du Sud-Ouest. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du réseau des bibliothèques de Montréal. Après les CD, les DVD, les livres évidemment, il y aura maintenant des instruments de musique qu'on pourra emprunter dans les bibliothèques. C'est l'annonce qui a été faite le 24 octobre dernier. On apprenait que 8 établissements sur 45 du réseau des bibliothèques de Montréal allaient maintenant offrir une centaine d'instruments aux abonnés, dont des guitares, des tambours, des violons et des claviers, entre autres. L'initiative a été rendue possible grâce au programme fier de favoriser l'accès aux arts de la financière Sun Life. En plus d'instruments neufs, l'entreprise a fait un don de 109 000 $ à la Ville de Montréal pour l'entretien de ces instruments-là. Et jusqu'au 24 décembre, avis aux Montréalais, parce que Bibliothèque Montréal mène une campagne de dons et va recueillir les guitares, les basses, les violons, les xylophones et autres instruments de musique. Donc, une belle implication de la part de la financière Sun Life. Dans le messager de La Salle, maintenant, il y a de la réfection sur l'avenue Dollard, qui est une des 2 grandes artères commerciales de l'arrondissement depuis le 25 juillet. Les travaux ont progressé et on en fait un suivi dans le journal, dans le messager. On indique que peu d'incidents ont retardé les travaux, quelques imprévus tout de même, mais tout a été finalement ajusté et tout est rentré en bonne et due forme. Même si les travaux ont impliqué des inconvénients pour les commerçants, on indique que le climat était bon entre les commerçants et l'arrondissement, donc tout avance à bon train. On craignait aussi l'affluence des véhicules dans le secteur, mais tout est resté à l'ordre parce qu'on a installé des signaleurs à l'entrée de certains commerces et sur certaines grandes artères.
Les travaux de réfection de l'avenue de l'Art impliquent l'ajout de voies cyclables dans les deux sens et d'un terre-plein central où des arbres seront plantés et où des lampadaires seront installés. Le projet est financé par la Ville de Montréal et donc on arrive bientôt à échéance de ces travaux-là. Voilà les travaux qui devraient être complétés au courant du mois de décembre, des travaux de 7 millions de dollars. Maintenant, dans l'informateur de Rivière-des-Prairies, une histoire vraiment troublante des propriétaires d'habitation du faubourg de Pointe-aux-Prairies qui sont aux prises avec un entrepreneur en construction qui a de grosses difficultés. Voilà, l'un des entrepreneurs de ce projet de domiciliaire-là, Sébastien Maheu, qui est le président de Construction C-Ballon, semble s'être volatilisé en laissant des factures impayées à ses sous-traitants. Pour faire un retour sur les faits, à l'hiver 2016, des citoyens achètent une nouvelle propriété au bord de la rivière des Prairies. Rapidement, cet achat-là vire au cauchemar et les gens remarquent des problèmes avec leur nouvelle demeure. On parle de problèmes de ventilation, rampe d'escalier manquante ou encore problèmes de branchement électrique. Une dizaine de résidents du faubourg Pointe-aux-Prairies ont raconté être dans une situation similaire. C'est donc pas un cas isolé. Résultat, ces citoyens-là sont poursuivis par deux entreprises embauchées par Construction C-Ballon. Ils sont tenus de payer des frais pour lesquels ils ne sont pas responsables des problèmes causés. Sébastien Maheu, qui est le président de Construction C-Ballon, n'est pas joignable depuis la tenue de ces événements-là. Alors, on va souhaiter pour ces propriétaires que ça puisse se régler rapidement, ce type de litige-là. Ça peut être souvent très long. Et on termine avec une meilleure nouvelle dans les Nouvelles Saint-Laurent, un premier restaurant communautaire qui ouvrira ses portes dans l'arrondissement Saint-Laurent. Et voilà, comme tu l'as dit, c'est le tout premier restaurant communautaire dans l'arrondissement. L'initiative vient de la Corporation communautaire laurentienne et ça a été mis en service au début du mois d'octobre. L'idée, c'est de répondre à la demande alimentaire et socio-économique des gens du quartier. À la fin de la journée, les aliments qui n'ont pas servi au restaurant sont remis à l'épicerie communautaire qui est située dans les locaux de l'organisme, alors rien n'est perdu. Et à titre informatif, entre mars 2015 et avril dernier, la Corporation communautaire laurentienne a distribué 380 tonnes de nourriture, ce qui représente grossièrement 1,1 million de dollars, et ça a aidé quelques 8 250 personnes, dont 75 % sont des résidents de l'arrondissement Saint-Laurent. Alors, un restaurant communautaire à découvrir dans l'arrondissement Saint-Laurent, un resto qui s'appelle le Fogo Saint-Laurent, un resto portugais. Mais le mieux, merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Merci. Restez avec nous, on se revoit tout de suite après la pause. On accueille, pour compléter notre série d'entrevues avec les candidats à la direction de Projet Montréal, le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Limoges. À tout de suite. De retour au bulletin. La course à la direction de Projet Montréal se précise. 3 personnes ont déposé leur bulletin de candidature avant la date limite du 22 octobre. Alors sont en liste la conseillère de Ville-Marie, Valérie Plante, le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, Guillaume Lavoie, et notre invité de la semaine, aussi conseiller de Rosemont, François Limoges. Né à Montréal, François Limoges est impliqué depuis longtemps en politique municipale. Après un passage dans les années 90 au RCM, le parti du regretté maire Jean Doré, il s'est joint à Projet Montréal en 2006. Durant ses études en sciences politiques, il a siégé au conseil d'administration de l'UQAM durant 3 ans. Par la suite, il a œuvré comme consultant en communication stratégique, autant pour des entreprises privées que pour des groupes sociaux. Élu conseiller de ville du district Saint-Édouard en 2009, il a été président du caucus de Projet Montréal et membre de plusieurs commissions du conseil municipal. Il est présentement porte-parole de Projet Montréal en matière de ville intelligente, de droits humains et d'affaires juridiques. Il est aussi leader adjoint de l'opposition officielle. François Limoges, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Pourquoi avoir déposé votre candidature pour être chef de Projet Montréal? Mais parce que je crois que je peux amener Projet Montréal à une victoire en 2017. Si je ne le croyais pas, je ne l'aurais pas fait. Et parce que j'ai une vision de Projet Montréal. Je pense que chaque candidat incarne une vision différente de ce parti en ce moment. Et la vôtre, quelle est? Et la mienne, elle est très claire. C'est une vision qui est un renouvellement, mais dans la continuité. Je crois que Projet Montréal a une histoire. Ce n'est pas qu'une coquille vide, ce n'est pas qu'une enveloppe. C'est un parti qui représente la volonté de vivre ensemble, entre autres de familles qui se réapproprient la ville. C'est le parti des gens qui disent ceci n'est pas qu'un lieu de passage pour les voitures, ceci n'est pas qu'un lieu de fonctionnalité, ceci est un lieu de vie. C'est une tendance qu'on voit
dans le monde depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire que les classes moyennes réinvestissent les centres-villes, ce qui n'était pas le cas de 1950 à 2000. Là. La classe moyenne était à l'extérieur des grands centres urbains. L'espèce d'effet trou de beigne. L'effet trou de beigne. Alors, il y a des gens qui reviennent et qui disent « ça, c'est le milieu de vie où je veux m'investir ». Et Projet Montréal, je pense, représente les valeurs de ces gens-là. Et je veux représenter les valeurs de ces gens-là, c'est-à-dire que je crois qu'on peut agir au niveau local, embellir la ville un coin de rue à la fois. Je crois qu'il faut quand même, Projet Montréal, il y a le mot projet, il faut proposer des grands rêves métropolitains qui vont donner aux Montréalaises et aux Montréalais envie de s'investir dans cette vision-là. Et quels sont justement vos grands rêves pour Montréal? Le plus important, je pense, c'est mon plan de mobilité, qui est le plan de mobilité 1045. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une volonté de dépolitiser les investissements en transport collectif. Depuis toujours, vous savez, les investissements en transport collectif suivent les volontés politiques, les modes, un peu l'air du temps. On fait ça selon l'air du temps. Alors, certains laissent entendre d'ailleurs que bon, le choix pour le REM, le train de la Caisse, d'aller plus vers l'ouest que vers l'est, c'est un choix politique. Bien, je ne sais pas si c'est politique, mais il n'y a pas de... C'est une volonté du gouvernement du Québec au minimum. C'est une volonté qui est là, mais on ne sait pas pourquoi. Et les élus de l'Est veulent le prolongement de la ligne bleue vers Anjou. Certains vont pousser pour le SRB. Il y a des intérêts qui jouent là-dedans. Moi, je dis que le transport collectif devrait être comme les hôpitaux, comme les casernes de pompiers, comme les écoles, établi en fonction de cibles rigoureuses et scientifiques. Et à ce moment-là, quelle serait la cible par le 1045? J'imagine que c'est des chiffres qui veulent dire quelque Bien, chose. exactement. Là, vous me devancez. C'est de faire un engagement avec des enquêtes origine-déplacement très précises avec les données de nos jours qu'on peut obtenir par les téléphones intelligents. Ce que l'OMT fait d'ailleurs régulièrement, ce type d'enquête-là. Oui, et et la Ville est en train de développer une application mobile pour ça. Mais je crois qu'on peut aller plus loin. Et c'est de faire l'engagement que tout Montréalaise ou Montréalais est à 10 minutes de moyen de transport collectif et à 45 minutes de sa destination, peu importe la direction. 10 minutes à pied? 10 minutes à pied. OK. 10 minutes à pied et en temps, incluant le temps d'attente. OK. Donc, c'est pas marcher 10 minutes puis attendre une demi-heure. C'est vous sortez de chez vous et en moins de 10 minutes, vous êtes dans un véhicule de transport collectif. Est-ce que vous êtes en mesure de chiffrer ce que coûteraient ces engagements-là? Parce que ça peut être coûteux quand on sait que certaines lignes d'autobus sont aux 30 minutes, aux heures de pointe. Une des choses intéressantes, c'est j'inclus, moi, le développement d'un secteur privé là-dedans. Je ne dis pas qu'il faut privatiser la STM ou que tout développement doit être par le privé. Mais il doit y avoir un apport du privé en mobilité collective. Ça peut être en libérant les véhicules en libre-service, en permettant leur utilisation partout sur l'île de Montréal, incluant au centre-ville. Mais pas que ça. Il peut y avoir il faut revoir la notion de covoiturage commercial pour que des entrepreneurs locaux dont le siège social est au Québec et qui payent leurs impôts au Québec, puissent développer des applications pour offrir des services de navette ou de taxibus. Ça, pour les secteurs où il y a effectivement moins de densité, comme Rivière-des-Prairies, Pierrefonds, c'est clair que ce n'est pas demain qu'on va construire une station de métro à Pierrefonds, là. Alors, ça prend... Le privé a une part à jouer là-dedans, mais pas seulement. Et effectivement, il faudra investir dans la STM, dans des modes de transport lourds, à la hauteur, soyons honnêtes, de plusieurs centaines de millions de dollars, voire d'investissements qui vont aller dans le milliard. Mais ce n'est pas une dépense et ça n'appauvrit pas les finances publiques dans la mesure Pour où... vous, c'est un investissement? Pour moi, c'est un investissement. Si on peut éviter à des Montréalaises et des Montréalais l'achat du deuxième et du troisième véhicule. Vous savez, quand on est un peu excentré, là, ou même quand on est au cœur de la ville. J'ai une amie qui habite Masson, Iberville. Là. On est en plein cœur de Montréal. Elle travaille à Dorval, première voiture. Son conjoint travaille dans le West Island aussi, deuxième voiture. Alors, moi, situation qu'on peut voir aussi dans des arrondissements comme La Salle ou Montréal-Nord, la Chine, oui. Quelqu'un qui habite Nouveau-Rosemont, mais qui travaille à Sainte-Justine. Automatiquement besoin d'une voiture. Et moi, j'en ai pas contre la première voiture, mais la deuxième et la troisième coûtent très, très, très cher collectivement. En retard, en coût économique, en coût sur les infrastructures et en argent pour les ménages. Une voiture, une deuxième voiture ou une troisième voiture, c'est 60 à 120 000 par décennie. C'est beaucoup d'argent qui ne vont pas ailleurs, qui ne vont pas au restaurant, qui ne vont pas dans des hôtels, qui ne vont pas dans des vacances, qui ne vont pas dans l'achat d'un chalet. Alors, c'est de l'argent qui n'est pas investi ici.
Je veux qu'on vienne aussi sur le bilan que vous dressez de l'administration Coderre, qui est en poste depuis 2 ans et demi, tout juste 3 ans, dans le fond, tout près 3 ans, oui. Quel bilan dressez-vous de l'administration du maire Coderre? Mon Dieu, c'est l'administration, d'un point de vue personnel, là, c'est l'administration la plus néfaste que Montréal ait connue depuis longtemps. Pire que, parce que vous étiez élu sous Gérald Tremblay. J'ai vécu la fin de Gérald Tremblay. J'ai vu comme observateur les 2 premiers mandats de Gérald Tremblay. Puis, vous le disiez, moi, j'étais au RCM dans les années 90. Alors, j'analyse la politique municipale depuis très longtemps. Mais oui, puis, surprenamment, là, bon, c'est dur de battre l'incroyable... toute l'histoire de corruption et collusion que Gérald Tremblay... Gérald Tremblay et ensuite de ça, Michael Applebaum. Exact. Aussi. Ça, c'est une tâche indélébile. Mais cela mis à part, moi, j'en reviens pas, l'administration Coderre est en train presque de faire bien paraître certains pans de l'administration Mais Tremblay. qu'est-ce que vous reprochez exactement au maire Coderre? Il n'y a rien, il n'y a aucun legs durable. Tout est improvisé, tout est partisan. L'administration Coderre n'est qu'un plan de communication. C'est-à-dire que ça se résume à pouvoir faire une annonce, la faire circuler dans les médias, avoir l'air du bon père de famille là, qui gère bien. Alors, il y a un incident dans l'actualité, on réagit par une ligne un peu simpliste, puis après ça, on met toute l'administration publique au service d'essayer de faire fonctionner ça. Mais comme c'est improvisé, comme ça n'a pas été fouillé, comme ce n'est pas basé sur la science, comme ce n'est pas basé sur des faits, bien, ça échoue. Alors, on se retrouve avec des règlements écrits sur des napkins. Là, je prends celui sur la gestion animalière dernièrement, mais la volonté la volonté de continuer avec P6. Le maire... Qui est le règlement sur les manifestations. Sur les manifestations. Le maire Coderre, à peine arrivé en mandat, nous promettait qu'il allait fermer tous les salons de massage à Montréal. Ça n'a jamais eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il y a des lois. Ensuite, il était là à la nuit blanche. Toujours de l'improvisation. Il était là à la nuit blanche. Là, il voulait ouvrir les bars jusqu'à 6 heures du matin. C'est fait complètement ridiculisé devant la Régie des alcools, des courses et des jeux parce que le dossier n'était même pas bien préparé. Il est allé à New York. Tout le monde qui va à New York dans la dernière décennie voit la High Line, voit Broadway qui est maintenant piétonne, voit... Le High Line qui est une espèce une ancienne... Qui est un parc linéaire sur une voie ferrée. Exact, voilà. Alors, les gens remarquent ça. M. Coderre est revenu, il a vu des stationnements étagés. Et là, il voulait une politique des stationnements étagés. Ce n'est que de l'improvisation pour remplir l'actualité. Il n'y a rien de pérenne là-dedans. Il nous reste peu de temps. Je veux parler avec vous de l'opposition que vous offrirez au maire Coderre avant l'élection, parce que si vous êtes élu chef de Projet Montréal, vous aurez assiégé comme chef de l'opposition officielle au conseil de ville pendant un peu moins d'1 an. Exact. Quel genre d'opposition voulez-vous offrir au maire Coderre? Quelque chose qui est peut-être plus un peu dans la veine de ce que Luc Ferrandez a fait comme chef par intérim, vigoureux, quelque chose de plus consensuel. Comment voyez-vous Je votre vais rôle? sortir le débat de l'hôtel de ville. C'est-à-dire que pour l'année qui reste, oui, il faudra s'opposer. On est l'opposition officielle. Il faut s'opposer, il faut lire les dossiers, puis on le fait très bien, là. C'est être capable de dénoncer les dérives qu'on voit. Mais le vrai combat en 2017 ne sera pas à l'Hôtel de Ville. Il va être en dehors de l'Hôtel de Ville. Il faut ouvrir. Donc, peut-être moins d'efforts pour vous en chambre, moins d'efforts dans la salle. Beaucoup d'efforts à aller rassembler des gens autour de Projet Montréal, à leur demander qu'est-ce qu'ils veulent comme métropole, qu'est-ce qu'ils veulent comme Ville de Montréal, les accueillir, les rassembler. Et selon vous, c'est essentiel Oui. qu'il y ait une union des partis d'opposition pour être capable de battre le maire Coderre? Parce qu'on sait que, à la date où on enregistre, on a entendu parler de discussions de fusion avec, entre autres, Vrai Changement pour Montréal. Je pense qu'il doit y avoir une union des forces vives qui aiment Montréal. Et là, je ne parle pas juste des partis, je parle des forces vives de la société civile, je parle des leaders locaux, je parle des gens impliqués dans leur quartier. Il doit y avoir une union des forces vives pour dire, voilà, nous voulons une administration qui est rigoureuse, qui aime Montréal, qui va donner de l'amour à Montréal et qui s'investit dans la métropole. Et en terminant, dans l'éventualité où vous n'êtes pas élu chef de Projet Montréal, est-ce que vous restez tout de même conseiller municipal et vous vous représentez à la prochaine élection? Oui, bien sûr. Moi, je suis un homme d'engagement. J'ai fait 2 mandats. Je termine mon 2e mandat comme élu de Projet Montréal, mais j'étais à Projet Montréal bien avant d'être élu. En 2006. Je suis là depuis 2006. Je crois foncièrement au potentiel de cette ville. Et pour l'instant, ce combat-là pour
faire rayonner Montréal n'est pas terminé. Je ne dis pas que je ne ferai que ça de ma vie professionnelle. Je pense qu'à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres aussi. Mais il y aura un moment pour ça. Mais pour l'instant, ce combat-là n'est pas terminé. D'accord. Bien, on vous laisse justement, votre téléphone sonnait beaucoup parce que vous êtes en pleine campagne. On vous laisse justement à votre campagne, donc le vote qui aura lieu dans tout juste un mois, début du mois de décembre. François Limoges, donc conseiller de ville du district de Saint-Édouard, merci d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci à vous. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. De nombreux organismes vont piloter du 7 au 9 novembre la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». C'est un mouvement de sensibilisation de la population sur le rôle et les défis financiers auxquels font face les organismes communautaires. Alors, pour nous parler de cette campagne et de leurs revendications, nous avons en studio Lise Cloutier. Elle est coordonnatrice de la table régionale des centres de femmes de Montréal. Madame Cloutier, bonjour. Bonjour. Bienvenue au bulletin. Concrètement, qu'est-ce que c'est que la campagne « Engagez-vous pour le communautaire ». C'est une campagne qui va s'échelonner sur une couple d'années de l'ensemble des organismes communautaires du Québec. Il y en a à peu près 4000 au Québec pour revendiquer deux choses, plus que deux choses, mais en fait revendiquer plus de financement pour les organismes et aussi un réinvestissement dans les services publics de la part du gouvernement dans la conjoncture actuelle de mesures d'austérité. Voilà, on y reviendra un peu plus tard. Donc, c'est une campagne qui s'échelonne sur plusieurs années. Concrètement, du 7 au 9 novembre, qu'est-ce qu'il y aura comme activité, comme événement? Oui, il va y avoir des actions faites par les groupes communautaires partout au Québec, particulièrement aussi dans la région de Montréal. Les 7, 8 et 9 novembre. Le 8 et 9 novembre, c'est des journées de fermeture, d'interruption de service, de grève de la part des groupes communautaires. Le 7 novembre, ça va être des actions où les groupes sont appelés, avec les membres, sont appelés à aller rencontrer leurs députés pour, une fois de plus, les sensibiliser sur leur réalité et leur demander de s'engager à donner plus de financement pour les organismes communautaires et à porter leurs revendications auprès du Conseil du Trésor, du Premier ministre, du ministre des Finances. D'accord. Ça, c'est le 7 novembre. Ça, c'est le 7 novembre, d'accord. On parle d'action communautaire autonome. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que l'action communautaire autonome? En fait, l'action communautaire autonome, c'est des gens qui ont mis sur pied, des citoyens, des citoyennes, qui ont mis sur pied, selon leurs besoins et leurs volontés, des organismes pour soit des services, pour de l'entraide, pour de la sensibilisation, de l'information sur leurs droits. Par exemple, des groupes de cuisine collective, des groupes logements, des associations de locataires, des maisons de jeunes, des groupes en alphabétisation, des groupes de femmes. Donc, des groupes qui viennent en aide à la population, mais qui viennent aussi peut-être pallier à la diminution des services publics qui sont offerts par les différents organismes, les différents ministères? Pour certains groupes, il y a des groupes qui pallient, mais il y a des groupes qui sont mis sur pied aussi, c'est pour ça qu'on dit action communautaire autonome, qui sont là pour donner l'information sur les droits pour les gens et pour donner des outils pour que ces gens-là puissent défendre leurs droits auprès du gouvernement et revendiquer d'avoir des services publics. Parce qu'on ne veut pas pallier à la coupure des services publics. On revendique, on dit que le gouvernement se doit de donner des services publics à sa population. Et en fait, les groupes d'action communautaire autonome sont à la source de beaucoup de politiques sociales qu'on bénéficie aujourd'hui. Je pense juste à l'assurance maladie, l'assurance chômage, toutes les protections des consommateurs, des consommatrices. Fait que c'est aussi Ce ça, sont les des organismes. revendications, justement, de groupes comme ceux-là qui ont fait bouger le gouvernement et fait que les politiques publiques ont changé. Oui. Concrètement, vos revendications, bon, Oui. évidemment, il y a eu des mesures d'austérité importantes qui ont été mises en place dans les dernières années, entre autres par le gouvernement Couillard. On a annoncé il y a une semaine, lors de la mise à jour économique, un certain réinvestissement dans certains secteurs. Le milieu communautaire est sous-financé en ce moment? Drastiquement, oui, sous-financé. Et ça fait partie de nos revendications, bien entendu, où on revendique des argents pour les organismes communautaires. En fait, en tout, je m'excuse, je vais regarder mes papiers, c'est à peu près 475 millions qui est revendiqué en tout pour les 4000 organismes communautaires d'action communautaire. Ça représente 0,75
même pas 1 là, de l'ensemble des revenus du Québec. Fait que ça, c'est une des revendications qu'on a auprès du gouvernement, mais on demande aussi de réinvestir dans les services publics parce que les gens avec qui on travaille ou auprès de qui on travaille, c'est les plus démunis financièrement, c'est les plus démunis socialement aussi, et c'est eux qui sont le plus touchés par les coupures. La réforme d'aide sociale, par exemple, les coupures dans l'augmentation des tarifs dans les CPE, les coupures de postes dans les systèmes, dans les écoles. Et sur le terrain, vous constatez les effets concrets dans la vie de tous les jours des plus démunis. Tout à fait. On remarque, juste dans les centres de femmes, on a fait une étude juste dans notre réseau de voir les impacts d'austérité dans nos centres et on le voit, il y a plus de femmes qui ont faim, il y a plus de femmes qui ont des besoins au niveau des services de santé, qui sont obligées de faire il y en a qui sont obligés ou ils ont des coupures dans leur job, dans leur emploi, ou des coupures d'heures, et que là, ils ne peuvent plus suffire à payer, mettons, la garderie, donc ils demandent à leur mère, à leur grand-mère de garder, donc donc, femmes les mesures, donc, selon vous, les victimes. mesures d'austérité qui ont été mises en place par le gouvernement libéral dans les dernières années, ça a un impact, évidemment, sur les organismes communautaires, sur les services que vous offrez. Ça a aussi un impact direct sur la population. Tout à fait. Tout à fait. Et ça fait partie de nos actions qu'on va faire 7-8 novembre. Là, je vous ai parlé du 7 auprès des députés partout au Québec, mais le 8 novembre, on veut sensibiliser la population. Fait qu'il va y avoir partout à Montréal, je vais parler plus de Montréal, de la distribution de feuillets, d'informations, de tracts pour sensibiliser la population à c'est qui. De qui on parle quand on parle des groupes communautaires, puis c'est quoi qu'on demande, qu'on veut, puis en quoi ça nous concerne, nous, les citoyens, citoyennes, en général. Ça, c'est le 8 novembre, vous allez en entendre parler. D'accord. Donc, des actions 7, 8 et 9 novembre. Oui. Le mouvement Engagez-vous pour le communautaire. Pour avoir plus de renseignements, vous avez un site Internet? Oui. Juste avant, le 9 novembre, il y a une grande manifestation. Fait que si les gens ils ont du temps et une activité qu'ils veulent choisir, sont invités à 1h à la place des festivals le 9 novembre. Donc, ici à Montréal, dans le quartier des spectacles. Ici à Montréal, oui, dans le quartier des spectacles, D'accord. métro Place des Arts. Mes numéros de téléphone? Oui, allez-y, allez-y. S'il y en a qui veulent plus d'informations, 514-267-4597 ou sur Facebook, Fracas Montréal. Donc, Fracas, F-R-A-C-A, Montréal. Sans accent. Oui. Et les courriels Fracas Montréal sans accent à commercial@gmail.com. D'accord, Pour c'est avoir noté. plus d'informations. C'est noté. Toutes les informations sont parues au bas de l'écran. Lise Cloutier, donc coordonnatrice de la table régionale des centres de femmes de Montréal. Merci d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Pour nous joindre, écrivez-nous à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. Événement incontournable en chanson de langue française, Coup de cœur francophone présente cette année sa 30e édition, qui se déroule d'ailleurs jusqu'au 13 novembre. Alors, pour nous présenter les événements à ne pas manquer et aussi revenir sur l'histoire de l'événement, nous avons avec nous le directeur de la programmation de Coup de cœur francophone, Steve Marcoux. Monsieur Marcoux, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, rappelez-nous rapidement le mandat du Festival Coup de cœur francophone. Faire découvrir le plus d'artistes possible sur une courte période, des artistes essentiellement émergents, tout en servant aussi d'artistes connus pour amener les projecteurs sur l'événement, c'est-à-dire se servir en quelque sorte de Richard Séguin pour que les gens qui s'intéressent à Richard Séguin puissent découvrir d'autres artistes qu'ils ne connaissent pas encore. Et on reste évidemment dans la chanson francophone. Oui, toujours en français ou presque. Ou presque. Oui. Donc, à l'occasion d'autres langues, Oui, c'est tout à fait. On se permet des petites écartades, comme Samito, cette année. Qui est-ce? Qui est un artiste d'Afrique qui chante en Wolof et qui présente une chanson vraiment... Mais on dit musique du monde, mais ce n'est pas de la musique du monde, c'est de la musique simplement, musique électronique. Donc voilà, mais en Wolof, qui Oui, était tout la à fait. langue des frères Diouf, Oui, si je ne tout à fait. m'abuse. Oui, oui. C'est dans cette langue-là qui Mais chantait. on peut même pas dire qu'on est dans le world, on est dans la musique, simplement. Donc, on se permet quelques écartades un petit peu comme ça. D'accord. Et la particularité de Coup de cœur francophone, c'est que c'est un gros événement à Montréal avec plusieurs dizaines de spectacles, mais aussi c'est un événement qui se promène ailleurs, à l'extérieur du Québec, au Canada, un peu partout pour offrir des spectacles de langue française aux communautés en situation minoritaire.
frontières. Tout à fait, d'un océan à l'autre et à l'autre. Parce qu'on va... Donc, même dans le Grand Nord. Même dans le Grand Nord, tout à fait. On est au TNO, au Yukon aussi. On présente environ 80 spectacles avec des artistes toujours qui chantent en français, encore plus en français là-bas, parce que c'est un élément super important, un élément de fierté aussi de présenter ces artistes-là. C'est presque un service essentiel. C'est presque un service essentiel, en effet. Puis, ça donne un côté dynamique à la présentation de la chanson durant un mois, durant le mois de novembre. Donc, et il y a beaucoup d'artistes qui circulent quand même et qui font beaucoup de dates aussi. Donc, des gens qu'on peut voir à Montréal ou pas, mais qui seront aussi présentés hors Québec. Tout à fait, comme Philippe Braque, qui va être à Montréal, mais qui est aussi à travers le Canada. D'accord. Et rappelez-nous un peu l'histoire de Coup de cœur francophone, parce que ça a été fondé il y a 30 ans déjà. Quelle était l'intention au départ du fondateur de Coup de cœur francophone? Bien, l'équipe de fondateurs avait comme mission de présenter des artistes qui les intéressaient. C'est parti d'une revue qui s'appelait la Revue Chanson. Donc, eux parlaient de cette scène-là, mais trouvaient peut-être que c'était pas assez présenté sur les scènes. On est à la fin des années 80, il n'y a pas encore les Francophonies de Montréal. Présenter un spectacle à Montréal en français, c'est possible, mais on est aussi sur le creux de vague du référendum. Donc, ça a donné un petit coup de dynamisme à la présentation de la chanson. Et donc, c'est de présenter des artistes connus avec, toujours en coplateau, des artistes pas connus qui donnent une première chance. La première artiste qui a fait Coup de cœur francophone, c'est Sylvie Paquette. Donc, et qui a eu une très belle carrière. Et qui va être encore cette année à Coup de cœur 30 ans plus tard. Donc, des gens qui vous sont fidèles. Oui, tout à fait. D'accord. Justement, par rapport à l'édition 2016 de Coup de cœur francophone, est-ce qu'il y a justement, sans jeu de mots, des coups de cœur, des choses, des incontournables qu'il faut absolument voir d'ici la fin du festival de 13? Ah oui, il y en a beaucoup, en fait. Et vos coups de cœur à vous? Quelques-uns. Moi, Philippe Braque va nous présenter un spectacle concept qui s'appelle Bienvenue à Enfantville. Philippe Braque, il faut le voir en spectacle. C'est un artiste de scène très fort qui présente toujours un spectacle différent d'une fois à l'autre. Il a envie de nous surprendre. Sinon, Violette Pie, Mon Doux Seigneur aussi, Mon Doux Seigneur, qui a participé au Francouverte cette année, sont des auteurs-compositeurs qu'on va entendre parler durant longtemps encore et qu'on va présenter dans 30 ans. C'est le souci quand j'ai fait la programmation de cette année, dire on a 30 ans, on présente des choses qu'on a déjà fait, puis aussi ceux qu'on va présenter durant 30 ans. Donc, beaucoup de découvertes à faire. Vous avez aussi des gros noms, des gens très connus du grand public qui sont présents. Yann Perrault, Karim Ouellette. On avait Claude Pelgag hier au Club Soda. On a eu avec Podcast en ouverture aussi. Richard Séguin qui présente sa rentrée. Ce soir, c'est le deuxième soir de sa rentrée. Oui, on a des artistes connus. Toujours, c'est une balance, une programmation. Il faut qu'il y ait un équilibre. Donc voilà. Et la plupart de vos spectacles sont présentés traditionnellement au Lion d'Or, dans le quartier Centre-Sud. Vous avez aussi des spectacles ailleurs. Bien, le festival est né d'Hochelaga pour se rendre de plus en plus vers le centre-ville. Donc oui, on a le Lion d'Or qui présente un grand nombre de spectacles. Sinon, on a à l'Astral, au Club Soda, à la Place des Arts aussi, où on fait notre création autour de Léo Ferré, avec 21 personnes sur scène. Et sinon, il y a aussi... Ce sera quand, ça? Ça, c'est vendredi et samedi, le 11 et le 12. C'est une création autour de Léo Ferré. Et sinon, il y a aussi notre volet au cœur de la nuit qui fait vibrer les bars de fin de soirée. Ça, c'est dans 4 bars de la nuit. Puis c'est des formations vraiment émergentes. C'est l'endroit pour découvrir à très faible coût aussi. Oui, donc voilà. Et il y a plus de 20 000 spectateurs l'an dernier qui ont assisté au spectacle ici à Montréal. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il nous reste peu de temps. Je veux vous entendre. On vient de passer le gala de la disque la semaine dernière. Il y a eu plusieurs sorties dans les dernières semaines d'artistes qui laissent entendre qu'il y aurait peut-être besoin d'une aide financière de l'État pour supporter la production de chansons francophones, les artisans de la musique, avec évidemment les baisses de vente de CD, les services en continu de streaming. Quelle est votre position sur cette question-là? Est-ce qu'on a besoin de l'aide de l'État pour supporter les artistes? Sujet délicat quand même, parce que c'est sûr que je suis pour qu'on soutienne les artistes pour qu'ils puissent créer encore plus puis plus longtemps. Nous, comme diffuseurs, notre questionnement, c'est de savoir est-ce que les artistes peuvent être entendus? Et la problématique avec la dématérialisation et les Spotify et Google Music de ce monde, c'est l'espace francophone québécois de la chanson. Il est vraiment dans le fond du site de Spotify. Nous, c'est qu'il soit un petit peu plus de l'avant, parce que si les artistes ne sont pas entendus, qu'ils soient entendus, achetés ou quoi que ce soit, il faut que les chansons puissent vibrer dans le cœur des gens pour qu'ils aient envie
d'aller les voir en Et spectacle. qu'il y ait peut-être un peu plus d'initiatives, un peu comme ici Musique, par exemple, de Radio-Canada, qui met beaucoup à l'avant la chanson francophone. Exact. Il faut qu'il soit entendu, puis il faut que tu l'aimes, la chanson, avant de vouloir aller la voir en spectacle. Nous, c'est notre préoccupation comme diffuseur. Mais on va toujours être pour que les artistes puissent être mieux soutenus pour créer encore mieux. Et autant que possible, vivre de leur art. Oui. Souhaitons-le. Tout à fait. Alors, Steve Marcoux, directeur de la programmation de Coup de cœur francophone, merci d'avoir été là et bonne suite et fin de festival. Merci. De retour au bulletin, on vous présente maintenant nos conseils citoyens de la semaine. Saviez-vous qu'il y a des règles très précises qui encadrent les reprises de logements par les propriétaires? Ils ne peuvent pas agir de n'importe quelle façon et pour n'importe quelle raison. Alors, pour vous en parler et connaître les droits des locataires, on accueille à nouveau Gaétan Roberge du comité Logement Ville-Marie. Bonjour Gaétan. Bonjour, merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir. Expliquez-nous, Gaétan, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est une reprise de logement? Une reprise de logement, c'est une exception au droit au logement où quelqu'un qui désire soit se loger lui-même ou loger ses enfants ou ses parents peut envoyer un avis 6 mois avant la fin du bail disant « Je suis dans l'obligation de vous dire que je vais reprendre un logement ». Donc là, même si la personne a un bail en bonne et due forme, il va y avoir un processus, soit qu'on s'entende ou soit qu'on aille à la régie de contestation. Mais les locataires peuvent demander un dédommagement. Mais bien sûr, il faut valider, oui ou non, la validité de la reprise dans la mesure où il y en a qui sont de fausses reprises. Et justement, quelles sont les raisons qui justifient par un propriétaire une reprise de logement? Si c'est vraiment pour loger, mettons, sa fille, puis c'est correct à ce moment-là, ce qu'un locataire dit, d'accord, c'est votre fille qui va résider là, à ce moment-là, compte tenu du fait que ça peut faire de nombreuses années qu'on reste là, on peut demander des dédommagements, à savoir des frais de déménagement, des frais de rebranchement, et aussi certains montants qui peuvent être liés, si ça fait 10 ans qu'on est là, ça nous cause un énorme préjudice parce qu'on est déraciné, on peut peut-être recevoir 1 ou 2 ou 3 mois de vie. Le Code civil est clair sans être clair. Il est clair qu'il dit que le locataire a droit à avoir un dédommagement, mais il ne le précise pas. Donc, c'est toujours un peu du cas par cas. Puis nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est que les mêmes cas, les mêmes faits factuellement à la régie, si on passe devant 3 régisseurs différents, on va avoir 3 jugements différents. Il n'y a pas de jurisprudence claire. Il y a certaines jurisprudences, il y a des balises, mais les montants varient entre 500 et 2000, 2200. Et dans certains cas, ça devrait être plus que ça. Et ce qui est très important dans ce que vous disiez, c'est que c'est 6 mois minimum de préavis. C'est exactement, très important. S'il y a une demande de reprise de logement en février et que le bail se termine à la fin du mois de juin, il n'y a pas d'obligation pour le locataire de l'accepter. Non, ce que le locataire répond, c'est qu'il dit qu'il est en droit de demeurer parce que, juridiquement parlant, la demande est non fondée. Il est évident que le propriétaire va peut-être se réessayer l'année d'après, mais dans les délais requis. Donc, le propriétaire perdrait par vice de forme. Il n'a pas respecté les délais que lui impose la loi. Simplement ça. OK. Et, vous parliez, il y a des recours qui peuvent être faits à la régie. Ouais. Si on est dans une situation où il y a une reprise de logement et on a un doute raisonnable à savoir quelle est la raison de la reprise de ce logement-là, si ce n'est pas justement pour augmenter de façon importante les loyers. Vous avez très bien saisi. À ce moment-là, nous, ce qu'on dit aux locataires quand ils viennent de voir, c'est de contester. C'est-à-dire c'est de ne pas accepter l'offre qui peut être présentée, de dire qu'on va aller à la régie. Mais exceptionnellement, en droit du logement, quand on ne dit pas quelque chose, ça veut dire qu'on y consent. Mais en droit du logement, si je reçois un avis de reprise et que je ne dis rien, ça signifie que je conteste. Donc, le propriétaire a l'obligation de la régie. Contrairement à l'augmentation de la Contrairement à loyer. l'augmentation de loyer. En plein sexe. Pour ça, les gens, c'est important de le savoir. Et là, la régie, le propriétaire, lui, va faire valoir son point de vue. Mais le locataire, souvent, peut dire, moi, là, la reprise, là, j'y crois pas. Parce que comme j'ai demandé des travaux, comme je contrôle mes hausses de loyer, il veut juste m'évincer parce que probablement je ne paie pas assez cher de loyer selon ce qu'il lui entend. Donc, il va mettre quelqu'un à ma place pour un temps. Et la loi ne dit pas combien de temps la personne devra rester là. Le propriétaire, des fois, va mettre son enfant, sa fille dedans, puis au bout de 4-5 mois, la fille s'en va, puis il reloue le logement à 200, 300 $ de plus. Puis il n'y a pas de recours. Le seul recours qui existe, qui est un recours de reprise de mauvaise foi, c'est que si je dis que j'aimais ma fille et que tout d'un coup, le locataire apprend en juillet que c'est un individu qui l'a loué, qui n'est pas sa fille, qui a été mis en location, là, on a un autre recours. Même si on a eu une compensation, on a un recours en mauvaise foi en disant il s'est servi de la loi à la mauvaise fin. Donc, là, Et à ce moment-là, est-ce que le locataire qui fait cette plainte-là ou l'ancien locataire qui fait cette plainte-là pourrait recevoir un dédommagement supplémentaire? Oui, exactement. Et assez souvent, c'est des montants plus substantiels. Moi, j'ai déjà vu des cas dans mon organisme, un monsieur avait eu 6 000 $ parce qu'il avait démontré que pendant une année, minimalement, son loyer, le nouveau loyer lui coûtait 250 $ de plus les frais de déménagement. Et en plus, il
travaillait pas loin à pied, là, ça avait, en tout cas, c'était des frais de distance. Puis le juge monsieur avait quand même un certain âge, s'était rendu à l'évidence que ça lui causait un énorme préjudice et que ça avait été fait de mauvaise foi. Okay. Et justement, vous parlez de gens âgés, il y a une nouveauté dans la loi ou dans le cadre qui régit tout ça, les reprises de logement. Dorénavant, les règles sont différentes pour les gens de 70 ans et plus. Exactement. C'est un projet de loi que le Québec solidaire avait amené avec des comités de logement, l'effet que les personnes de 70 ans et plus et qui demeurent dans le logement depuis plus de 10 ans ne pourront pas être évincés. Même si le propriétaire dit « c'est pour ma fille », on va considérer que c'est un énorme préjudice pour ces gens-là. Donc, on va leur permettre de demeurer dans le logement tant et aussi longtemps qu'elles le voudront parce qu'on considère que c'est quelque chose, c'est un véritable... Oui, c'est un déracinement pour tout le monde, mais pour ces personnes-là, le dommage est encore plus important. C'est encore plus grave. Et ça s'appliquerait peu importe la raison. Imaginons un propriétaire qui veut reprendre le logement du haut pour transformer son duplex en unifamilial. Ça serait la même chose, il ne pourrait pas le faire. Ça serait la même chose, mais dans le cas que vous venez d'évoquer, ce ne serait même pas le bon recours parce qu'il faudrait qu'il fasse un avis de transformation. Ce serait un avis déguisé. C'est pas exactement la même chose. Mais mettons qu'il voudrait le reprendre pour se loger lui-même, il ne pourrait pas. OK. À moins d'entente avec le locataire. Mais là, le locataire, la personne âgée aurait quand même ce qu'on appelle, en termes de négociation, le gros bout du bâton. Il dirait, légalement, vous ne pouvez rien faire. Par contre, si vous me donnez un bon montant, je consentirai à partir. Okay. Et moi, ça le protège. Oui, et inversement, donc, pour les gens de 70 ans et plus, il y a aussi une nouvelle disposition qui facilite pour un propriétaire une reprise de logement pour quelqu'un de plus de 70 ans. Exactement, c'est à l'inverse. Si le propriétaire veut reprendre son logement, qu'il a 70 ans et plus, il va l'obtenir aussi. Donc, pour héberger, par exemple, son vieux-père ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est possible. Il nous reste 15 secondes. On parlait des recours à la régie, mais les comités logement comme le vôtre, le comité logement Ville-Marie, peuvent venir en aide à des gens qui ont des questions là, autour de ça. Parce que nous, on a un guide qu'on leur donne et aussi, on les prépare pour l'audience pour poser des bonnes questions pour essayer de démontrer la bonne ou la mauvaise sorte propriétaire. À la régie, on répond oui ou non à l'information, mais nous, on la met en contexte. On jase avec les gens et très souvent, ils finissent par comprendre que à l'origine, ils croyaient que le propriétaire était de bonne foi, mais réalisent qu'il est de mauvaise foi. Et ils vont se battre à la régie et il peut arriver qu'ils gagnent à la régie et qu'ils conservent leur logement. Donc voilà, donc des services qui sont utiles, offerts par les comités logement un peu partout à Montréal. Voilà. Gaétan Roberge, merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Alors, c'est maintenant le moment de vous présenter notre calendrier communautaire préparé par la journaliste Claudia Cruz. L'organisme Partageons l'espoir de Pointe-Saint-Charles est à la recherche de bénévoles pour divers services, à l'alimentation comme aide cuisinier, à la friperie afin de trier et de plier les vêtements et objets, ou à la banque alimentaire pour soulever des boîtes. Remplissez le formulaire d'inscription au www.partageonslespoir.ca. Emma Québec a besoin de ses bénévoles pour atteindre ses objectifs. La Société responsable des collectes de sang recherche des gens pour être organisateur de collecte, recruteur à un centre d'appel ou bénévole sur des lieux de collecte. Inscrivez-vous en ligne au www.emma-québec.qc.ca ou composez le 514-832-5000, poste 5162. Situé sur le plateau Mont-Royal, le centre communautaire Projet Changement, qui se dédie aux 50 ans et plus, est à la recherche de bénévoles pour le café, la réception, l'animation, la clinique et les activités. Les horaires sont entre 8h30 et 16h15. Vous pouvez contacter la responsable Francine Lefebvre au 514-521-5145. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé à la production du bulletin. Nos journalistes Aimé Lemieux, Jérémy Heinzmann, Florence Breton et Claudia Cruz. Aux caméras, André Gingras et Guillaume G-Pilote. Notre réalisateur, Laërcio Bastos. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.